Monde numérique. L'intelligence artificielle va-t-elle devenir notre meilleure amie pour la recherche en ligne ? ChatGPT lance son moteur de recherche. Qu'est-ce que ça change pour nous et pour Google ? On en parle avec Bruno Guglielminetti. Avant cela, l'actu de la semaine, on reviendra sur le super piratage de Free, l'occasion de se demander combien valent nos données qui se revendent sur le Darknet. Des nouveaux produits cette semaine, c'est Apple qui dégaine un Mac Mini et des MacBook Pro. Du côté de l'IA, Apple Intelligence est dispo aux États-Unis et arrivera en Europe l'année prochaine, cette fois c'est officiel. Et puis Google invente à son tour un agent intelligent capable de prendre le contrôle d'un ordinateur, au moins partiellement. Ce n'est pas tout, on verra également comment les lunettes connectées de Meta sont dans le collimateur des autorités françaises. Et puis du côté des interviews de la semaine, vous allez tout savoir sur le possible futur système de mot de passe CXP qui devrait en principe nous faciliter la vie. On verra ça avec un spécialiste de la société Specops. Enfin, notre rendez-vous mensuel en partenariat avec Capgemini Technovision. On va démêler les fils et découvrir les dessous de la crise mondiale des semi-conducteurs. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. C'est l'hebdo du 2 novembre 2024. Monde numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'hebdo. Monde numérique, l'hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews. Plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast. Et puis Monde numérique, c'est aussi tous les jours de la semaine des chroniques sur l'actu tech, des éditos, des interviews long format, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Cette semaine, à noter la mise en ligne d'un nouvel épisode du Grand Débrief. Le Grand Débrief, c'est l'émission spéciale que je vous propose avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti. On passe en revue l'actu tech du mois et on se lâche un peu aussi. Cette semaine, on parle de ChatGPT, le nouveau Voice Mode qui est un peu devenu notre meilleur ami. On parle aussi des robots Optimus de Tesla. Voilà, à la fois des retours d'expérience et un peu des décryptages et notre regard sur la tech. Voilà, c'est à écouter sur le fil du podcast Monde Numérique. Et puis, c'est également disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Avant d'aller plus loin, remerciements cette semaine très chaleureux, notamment à Damien de Suisse et à David, ainsi qu'à Stéphanie pour leurs dons généreux. Il est possible de soutenir financièrement Monde Numérique, il suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode. Merci à vous, merci pour votre aide. Un soutien qui servira notamment à se préparer pour le futur CES de Las Vegas. Et puis remerciements également pour vos commentaires cette semaine à Lulu059, Robinetta, Michael et Nicolas. L'actu de la semaine. 0,008 €. Voilà ce que vaut notre identité, votre identité, si vous êtes client de l'opérateur Free et que vous êtes concerné par la fuite de données qu'on a découvert la semaine dernière et qui fait beaucoup de bruit en ce moment. 0,008 € pour une personne, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait même pas 1 centime d'euro. Alors à condition que mes calculs soient bons, hein, puisque je suis parti donc de, cette base de données qui a été dérobée, qui contiendrait 19,2 millions d'utilisateurs de Free et de Free Mobile, et qui a été revendue pour $175 000, soit 161 000 €. Et oui, car c'est comme ça que ça marche, la cybercriminalité. Vous avez un méchant qui vole une base de données, on ne sait pas trop comment, et puis qui la revend à un autre méchant après l'avoir mise en vente sur le Darknet, avec au passage un échantillon pour prouver qu'il avait véritablement piraté cette base de données. Il a fait savoir qu'il l'avait hackée le 17 octobre et elle a été revendue vraisemblablement quelques jours plus tard. Les annonces et les négociations se passent notamment sur Telegram. Alors 0,008 €, je le répète, ça montre que individuellement nous ne valons pas grand-chose, mais collectivement bien sûr ça a beaucoup de valeur, car une poignée au moins très certainement de ces victimes risquent de se faire avoir et donc de rapporter de l'argent à ces escrocs. Entre-temps, donc, Free a reconnu la fuite de données, comme il est tenu de le faire par la loi, et il en a informé ses clients. Qu'est-ce qui a été volé ? Eh bien, des noms, prénoms, adresse email, adresse postale, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, identifiant
Free. Et puis on le sait également pour, en plus de ça, 5,1 millions de numéros IBAN. Les numéros IBAN, c'est-à-dire tout simplement les numéros d'identification de compte bancaire. Et c'est évidemment ça qui est sans doute le plus inquiétant, puisque avec un IBAN, alors on ne peut pas récupérer de l'argent sur votre compte, du moins pas directement, mais en croisant ce numéro avec éventuellement d'autres données comme des justificatifs d'identité, peut-être des numéros de téléphone portable qui auraient été usurpés, eh bien on peut se débrouiller, des escrocs peuvent se débrouiller pour détourner de l'argent, notamment en instaurant des prélèvements sur des sites qui ne sont pas trop regardants. Alors il est vrai qu'aujourd'hui les banques ont instauré un maximum de sécurité. On ne peut plus vraiment sur les grandes banques mettre comme ça un nouveau bénéficiaire sur un compte et effectuer tout de suite un virement. Il y a des tas de vérifications, il y a des délais, etc. Mais quand même, malgré tout, surveillez votre compte bancaire dans les semaines et les mois qui viennent si vous êtes concerné par cette fuite, car vous pourriez y découvrir des prélèvements indus. Alors, cela dit, même sans IBAN, les données qui ont été dérobées pourront servir aussi à lancer des campagnes de phishing. Ça, c'est toujours la même histoire. Donc, des faux emails divers et variés, hyper personnalisés, qui risquent de vous arriver prochainement. Alors, ça devient presque une histoire courante maintenant. Le mois dernier, c'était SFR qui s'était également fait méchamment pirater. Cette fois, Free qui a porté plainte, évidemment. Une enquête a été ouverte. Et puis, les personnes concernées peuvent aussi, si elles le souhaitent, porter plainte. Il y a eu pas mal d'appels d'ailleurs d'associations de consommateurs pour inciter les gens à porter plainte soit auprès de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, soit carrément auprès de la police ou de la gendarmerie. Vous trouverez plus d'infos sur cette affaire sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Du nouveau du côté de chez Apple cette semaine, côté ordinateur, pas de keynote mais des annonces quand même, et avec notamment 2 nouveaux modèles de MacBook, les portables d'Apple. Voilà, si vous êtes Appleophile, ça va vous intéresser. On voit ça avec le journaliste virtuel de Monde Numérique, Nicolas, et on commence par les MacBooks. Toujours décliné en 2 tailles de 14 et 16 pouces, le nouveau MacBook se distingue par son nouveau processeur, la puce M4 d'Apple. Celle-ci se décline en 3 versions, M4, M4 Pro et M4 Max. Le MacBook Pro M4 est une sorte de MacBook Air amélioré. Le M4 Pro est destiné à des usages pro comme le montage vidéo ou la programmation informatique. Enfin, le MacBook Pro M4 Max vise les professionnels les plus exigeants en quête de grosses puissances de calcul. Tous les MacBook Pro disposent désormais de 3 ports Thunderbolt USB-C contre seulement 2 l'an dernier. Enfin, Apple annonce jusqu'à 24 heures d'autonomie grâce à la puce M4, ce qui est un record pour de telles machines. En effet, 24 heures d'autonomie, c'est carrément énorme. C'est donc visiblement les ordi portables les plus endurants du moment. Et côté ordi de bureau, eh bien là, c'est la puissance, avec ce qui est d'ores et déjà considéré comme l'ordinateur de bureau le plus puissant du moment. Et pourtant, il est tout petit, c'est le nouveau Mac Mini. Alors même s'il est vendu, c'est vrai, sans écran, ni clavier, etc., qu'il faut rajouter, mais il est minuscule, ce nouveau Mac Mini, plus petit encore qu'une Apple TV. Il est vraiment petit, ce nouveau Mac Mini, à peine 13 cm sur 13, petit à l'extérieur mais costaud à l'intérieur grâce au nouveau processeur M4 qui peut contenir jusqu'à 14 cœurs pour l'unité centrale et 20 cœurs pour la partie graphique. On peut brancher jusqu'à 2 moniteurs 6K et un moniteur 5K et même jusqu'à 3 écrans 6K pour la version la plus évoluée, ce qui fera le bonheur des professionnels de la vidéo notamment. À noter que ce nouveau Mac Mini est neutre en carbone selon Apple. Le prix, à partir de 699 € pour 256 Go de disque dur et jusqu'à 1649 € pour le plus puissant doté de 24 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Et un dernier mot à propos des annonces Apple, notez la polémique de la semaine à propos justement du Mac Mini et du bouton marche-arrêt qui a été placé au sacrilège sous l'appareil, sans doute pour des questions de design. C'est vrai que c'est pas forcément très pratique et du coup ça suscite des torrents d'indignation sur les réseaux sociaux. Quelques nouvelles de l'intelligence artificielle, comme chaque semaine. Et d'abord avec Apple, encore. Apple, mais qui a donc commencé à déployer cette semaine, le 28 octobre, son nouveau service Apple Intelligence, qui arrive sur iPhone via iOS 18 et sur macOS via la version Sequoia 15.1. Mais uniquement en anglais et pas en Europe, comme on le sait.
Donc ça fait grosso modo aux États-Unis et dans quelques autres pays. Et encore, c'est pas vraiment la révolution, car pour l'instant, il ne s'agit que de quelques fonctions liées à Apple Intelligence, des fonctions d'aide à l'écriture, de retouche photo, une amélioration de Siri également. Le gros des nouveautés devrait arriver pas avant l'année prochaine aux États-Unis. Et aussi, bonne nouvelle, en Europe, car Apple a officialisé cette semaine l'arrivée prochaine d'Apple Intelligence en Europe à partir d'avril 2025. Voilà, et en français en plus, donc avec vraisemblablement l'iPhone 17. Mais d'ici là, les plus téméraires qui voudraient tester Apple Intelligence en anglais depuis un pays européen peuvent le faire, sur Mac à condition de passer simplement leur système d'exploitation en langue anglaise. Et sur iPhone, en revanche, c'est un peu plus compliqué visiblement, même en utilisant un compte américain et un VPN. On voit passer pas mal de témoignages contradictoires à ce sujet. Du côté des agents intelligents, ces espèces de super IA qui pourront bientôt réaliser des tâches successives, diverses et variées. On parlait la semaine dernière de l'annonce d'Anthropic qui affirme avoir mis au point une IA capable de piloter un ordinateur à votre place en cliquant là où il faut pour effectuer toutes sortes d'actions. Eh bien, cette semaine, c'est Google qui annonce à peu près la même chose, en tout cas quelque chose dans le même genre, à travers le projet Jarvis, une IA capable d'effectuer différentes actions. Alors cette fois, uniquement à l'intérieur d'un navigateur web, et en l'occurrence Chrome, évidemment. Donc Jarvis peut ou pourra, par exemple, faire des recherches sur Internet, acheter un produit, réserver un billet d'avion, etc. Comment ça marche ? En fait, l'agent intelligent prend régulièrement des captures d'écran de l'interface de l'utilisateur, analyse les actions à effectuer et puis fait le reste. Il tape du texte, il clique là où il faut, etc. On pourra le toucher du doigt visiblement à partir du mois de décembre. Une première version devrait être disponible en même temps que la future version de Gemini de Google. Et on va voir ce que ça donnera. Voilà, on pourra peut-être enfin se mettre en congé et regarder notre ordinateur travailler tout seul à notre place. En attendant, Google, toujours lui, planche également sur les effets pervers de l'IA et notamment sur ces textes générés par intelligence artificielle et qui peuvent parfois poser des problèmes de droit d'auteur notamment. Google a développé une technologie pour détecter les textes générés par IA. Ça s'appelle SynthID Text. Alors comment ça marche ? En fait, il faut que les contenus, au départ, les contenus générés par IA, intègrent l'équivalent d'une sorte de filigrane qui est invisible à l'œil nu, mais qui sera donc détectable par SynthID. Et ainsi, le système pourra dire si la superbe dissertation de votre petit dernier ou l'incroyable lettre de motivation que vous avez envoyée à un recruteur est vraiment de vous ou bien de Gemini. Le modèle donne des scores de probabilité, en fait. Google indique que l'outil est capable de détecter même lorsque le texte a été modifié, paraphrasé ou coupé. Mais en revanche, là où il ne serait pas très bon, ce serait sur les textes courts ou sur des textes carrément réécrits ou encore traduits d'une autre langue. Alors, il faut savoir que Google n'est pas le seul à plancher là-dessus. OpenAI aurait aussi dans ses cartons un outil du même genre, une espèce de contre-mesure pour détecter les contenus créés par ChatGPT. Mais bizarrement, ils ne le sortent pas. Non, on va quand même pas se tirer une balle dans le pied. Allez, on va parler encore un peu d'intelligence artificielle et d'OpenAI justement, avec mon camarade Bruno Guglielminetti. Pour cela, on franchit tout de suite l'Atlantique. Le débrief transatlantique. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti, comment vas-tu de l'autre côté de l'Atlantique ? Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai ouvert le micro, je suis en train d'essayer de m'étouffer. J'espère tenir bon. Oui, tu t'étouffes, tu bafouilles, tu m'as pas l'air en grande forme. Qu'est-ce qui se passe ? Trop occupé cette semaine, trop occupé, trop de choses. Ouais, trop de choses. Tu sais qu'à Montréal, il y avait une armée de Français qui sont débarqués cette semaine. C'était l'expo InCyber, une grosse foire sur la cybersécurité. Je pense que la moitié des exposants étaient français et probablement que la moitié des gens dans la place étaient français. Ah ouais. Finalement, il ne doit plus rester beaucoup de Français dans la cybersécurité en France. Exactement, on les cherche, il n'y en a plus. Ouais. Ils sont à Montréal, mais ils repartent bientôt. Voilà, c'est ça. Bon, tu avais quand même l'air bien en forme dans le grand débrief avec François Sorel cette semaine. J'espère que les gens vont prendre le temps d'aller écouter parce que il y en a des choses qui sont... à écouter et à voir en vidéo sur YouTube si vraiment vous voulez voir... nos têtes défraîchies. Non, mais écoutez, c'est beaucoup mieux. Il faut écouter, ouais. Bon Bruno, cette semaine, l'actu majeure quand même.
C'est ChatGPT qui se prend pour Google, hein, c'est ça. Et donc, toi comme moi, tu l'as testé. Ça vient de sortir, c'est tout frais des fours. C'est OpenAI qui vient de lancer son ChatGPT Search. Faut se pratiquer pour le dire parce que c'est facile de déraper avec ça. Mais donc, ça fait longtemps qu'on en parlait. Hein. On disait c'est le genre de truc qui va venir rentrer dans les reins de Google. Et finalement, est-ce que ça va rentrer dans les reins? Je ne sais pas. Alors, rappelle-nous ce que c'est exactement. C'est un moteur de recherche qui est intégré à la version payante de ChatGPT. Donc, c'est uniquement les gens qui paient l'abonnement qui y ont accès pour le moment. Et ça vous permet de faire une recherche à partir de l'information qui réside dans la mémoire de ChatGPT, ce qui est quand même énorme. Mais sinon, ça vous permet d'aller chercher sur le web en temps réel et donc notamment, évidemment, sur toutes les sources qui sont possibles et inimaginables, mais aussi sur des médias très crédibles. Je mentionne uniquement au passage Associated Press, Le Monde, News Corp, The Atlantic, Time, le Financial Post, Condé Nast, Axel Springer. Ils ont fait un tas d'ententes, évidemment, parce qu'ils ne voulaient pas se faire poursuivre pour tout ça. Et ce que ça fait, c'est que si vous cherchez de l'information qui a attrait avec l'actualité, je pense que là, ça devient quelque chose de fort intéressant, qui va probablement pour les news junkies qui nous écoutent compléter ce qu'ils trouvent déjà sur Google. Mais là, ça c'est intéressant. Ouais. Donc en fait, alors ça c'est disponible des deux côtés de l'Atlantique, chez toi mais également chez moi. Pas de restriction. Voilà, il n'y a pas de restriction pour une fois, c'est rare, à condition évidemment, comme tu l'as dit, d'avoir l'abonnement payant. Et donc c'est un nouveau petit bouton bleu avec une forme d'une planète. Et en fait, quand on fait une requête, il suffit de cliquer sur ce bouton bleu et ensuite de lancer la requête et il va chercher ce qu'il a sur le web. Il donne ses sources, il donne les liens. C'est ça qui est nouveau aussi. C'est ça qui est nouveau. Ouais. Mais il va chercher partout sur le web. Il va pas chercher que sur les sites que tu as mentionnés. Les sites que tu as mentionnés, c'est parce que c'est des sites d'actu. Alors pour les sujets d'actu, là, il ira spécifiquement sur ces sites-là. C'est ça, hein? Tu as tout dit. Ah, mais non, j'ai pas tout dit parce qu'il y a une question que je voudrais te poser. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas avoir des ennuis avec la presse comme Perplexity? Parce que c'était un peu la marque de fabrique de Perplexity, de donner les sources, d'en dire plus. Mais on sait qu'il y a des médias, notamment le New York Times, qui sont montés au créneau contre Perplexity. Ouais. C'est justement la raison pour laquelle je te faisais la litanie de tous les médias, grands groupes de presse avec qui ils ont signé des ententes, justement pour ne pas avoir ces ennuis-là, d'autant plus qu'ils sont quand même visés par des poursuites du New York Times, avec qui, eux, ils n'ont pas pris d'entente et ils ont été piochés là-dedans pour permettre à ChatGPT d'être celui qu'il est aujourd'hui. Tu parles de ChatGPT qui a pas signé avec New York Times. Non, ils ont toujours des différends, c'est toujours en cours et ça va être intéressant de voir. Il y a des maisons d'édition qui poursuivent toujours ChatGPT, OpenAI, pardon. Donc, tout ça pour dire que pour l'objet, la fonctionnalité de recherche et les développements à venir de ChatGPT et son évolution, là, au moins, il y a des groupes de presse sur lesquels maintenant, ils vont aller piocher directement l'information pour nous la donner. Alors ça, et moi, en ce qui me concerne, ce que je trouve intéressant là-dedans, peu importe où il va chercher l'info, c'est qu'au moins, quand il va chercher de l'information sur des sites de médias, l'information, elle est validée et on peut la croire. Mais est-ce qu'on pourra toujours la croire? Parce que, quand il cite... parce que, par exemple, Perplexity a été accusé avec les problèmes d'hallucination que l'on sait, d'inventer des choses qui n'étaient pas sur les sites de médias, d'enjoliver, de broder un peu. Ça reste, on sait, ça va faire du mal à Google a priori cette histoire-là, mais il y a quand même toujours ce risque que parfois c'est pas très exact. Et quand tu parles d'hallucination, les derniers chiffres qui ont été publiés sur le sujet, on parle de 19% de l'ensemble des réponses qui sont offertes par ces IA génératives là, qui tournent dans le beurre, qui sont de la pure création. Mais ça s'est amélioré parce qu'on était plutôt à 40% il y a un an ou deux. Hein. Mais je ramène ça à des questions d'actualité. Là. Si vous faites des recherches d'actualité, il va aller les chercher sur ces sources-là et il va rapporter ce que ces sources-là disent. Les hallucinations, on les voit plus quand on part dans les grandes questions qui sont pas vraiment presque des questions philosophiques. Ou si on demande des citations de quelqu'un dans un contexte qui n'est pas vraiment d'actualité, qui a peut-être
pas été couvert par ces médias-là, là, on risque de tomber. Moi, ça m'est arrivé souvent encore récemment d'avoir des citations qui n'étaient pas attribuées aux bonnes personnes ou de pas avoir la bonne date de cette citation-là. Et je retombais sur Google pour aller valider. Là. Donc, finalement, il faut quand même encore se méfier de l'info qu'on mais même des gens, Jérôme, je te dirais, mis à part toi, et peut-être l'exception de François Sorel, mais systématiquement, je vais... te méfier de moi. Ben non, mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Toi et François Sorel, je vais jamais valider l'information. Mais tous les autres, je vais toujours chercher une deuxième source. Bah, t'as bien raison. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Il y a un autre acteur aussi dont on parle pas beaucoup, mais qui est pas mauvais, semble-t-il. Moi, je l'utilise peu, j'avoue. C'est Copilot de Microsoft. Ouais. Qui, y compris pour la recherche d'informations, est pas mal, non? Ouais, mais tu vois, c'est un peu ce que je raconte quand je fais mes conférences. Si tu travailles dans l'écosystème de Microsoft, donc de Windows, de Office et compagnie, c'est génial parce que tout est intégré maintenant avec Copilot. Et la même chose, si tu travailles dans l'écosystème, tu as les trousses d'outils de Google, ben là, utilise Gemini parce que tout est intégré là-dedans. Et c'est pour ça que mais si tu es agnostique et que tu te promènes d'un côté comme de l'autre ou tu es ailleurs, ben moi, je trouve que ChatGPT ou Claude d'Anthropic demeurent des solutions fort intéressantes. Ouais, ils sont un peu, c'est vrai, c'est un peu comme des surcouches, quoi. Ouais. Ouais. Et pour ce qui est d'être ailleurs, tu t'y connais en plus, hein. Oui, moi, je suis toujours ailleurs. Demande-moi pas si je suis ici, je suis déjà ailleurs. Bon. Eh oui. Ça suffit, le philosophe. Bon. Donc, mais bon, ça, tu voulais me parler de ça, mais toi, là, j'imagine que dans ton actualité d'Européen, il va bien avoir un autre sujet de réglementation qui est dans ton cahier. Comment t'as deviné? Ben, oui, bien sûr. Moi, je pense à toi, j'entends réglementation. Non, mais c'est vrai, on a un problème, on a un gros problème, Houston, en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez réglementer? Mais oui, alors, on a un souci avec les lunettes de Meta. C'est la CNIL. Voilà, les nouvelles lunettes de Meta qui, tu sais, qui peuvent filmer et prendre des photos, mais même les premières versions faisaient pareil, hein. Ouais. Mais simplement, là, ça devient un problème parce que, en fait, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, s'est saisie du dossier puisqu'elle a reçu une plainte parce qu'on parle beaucoup de ces nouvelles lunettes. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, mais moi, ça me plaît pas, ça. Je vais aller porter plainte à la CNIL. » Donc, il l'a fait. Et la CNIL, comme elle est saisie, elle est obligée d'enquêter. Donc, elle est en train d'enquêter pour savoir si les lunettes de Meta ne seraient pas illégales. Et oui, monsieur, parce que finalement, est-ce qu'on a le droit de filmer et de prendre en photo les gens comme ça dans la rue? Et en fait, c'est vachement intéressant parce que, oui, si on se base sur déjà des lois sur la vie privée, etc., mais encore plus sur le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, ça pose des questions. Mais en réalité, c'est pas simple. Parce que y a déjà des tas de trucs qui filment dans notre quotidien. Tout le monde filme tout avec les téléphones. Ah ouais. Hein, quand tu vois sur les réseaux sociaux toutes les vidéos qui sont remontées, je veux dire, dès que un type s'engueule avec son charcutier, tac, il sort son smartphone pour filmer la réaction, et voilà. Donc, est-ce que vraiment les lunettes, ça change quelque chose? Alors, est-ce que c'est pas le fait que les lunettes soient connectées en temps réel à l'Internet et à toute l'information qu'on peut joindre à ces images-là qui crée le problème? Alors, tu as raison, le problème pourrait être du fait que, comme elles sont connectées à Internet, tu peux faire du streaming, tu peux diffuser ces images en direct. Ce qui accroît encore plus les risques d'atteinte à la vie privée. Parce qu'en théorie, tu filmes quelqu'un dans la rue, tu n'as pas le droit, comme ça, sans lui demander son avis, de publier son image. Alors, sauf dans certains cas, s'il est dans une manifestation, par exemple, parce que, voilà, si c'est une foule, etc. Là, c'est possible. Mais tu n'as pas le droit non plus de filmer un lieu privé. Chez quelqu'un, dans une salle d'attente de médecin, etc. Et a fortiori, de le diffuser en direct sur Internet. Donc ça pose un problème. Donc en fait, il y a une espèce de, on sait pas trop, est-ce que elle pourrait être considérée comme illégale? Franchement, c'est pas clair. Il n'y a pas encore de décision, mais d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche, la situation sera pas forcément évidente à établir. Alors Meta, de son côté, se défend. Ils mettent en garde les utilisateurs. Surtout, ne filmez pas les gens à leur rencontre. Soyez gentils. Ne masquez pas la petite lumière, parce que quand on filme, il y a une petite loupiote qui s'allume. Mais c'est vrai que si on est assez loin, on la voit pas, cette petite loupiote. On voit même pas que c'est des lunettes avec des objectifs. Moi, j'ai fait le test, hein, je les portais l'été. Les gens ne voyaient même pas que c'était des lunettes qui étaient capables de filmer, en fait. Mais bon, voilà, c'est intéressant parce qu'en plus, je trouve qu'il y a l'aspect juridique.
Mais derrière, il y a l'aspect moral. Est-ce que finalement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où on filme tout avec le smartphone, comme on l'a dit, où on a les voitures qui filment, entre les dashcams, les Tesla qui ont des caméras partout, enfin tout le monde filme tout le monde. Il y a encore des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Tu peux pas installer une caméra qui filme sur la rue. Enfin, en tout cas, tout dépend de ce que tu fais des images après. Est-ce que finalement, c'est pas, déjà un combat perdu d'avance, cette histoire-là? Donc voilà. Mais je me demande, je t'écoute, puis je me demande si la fameuse plainte, parce que j'imagine qu'en cherchant, on pourra trouver des détails à un moment donné, mais est-ce qu'elle vient aussi de cette expérience que 2 étudiants du MIT ont fait? Ça remonte à il y a environ 2-3 semaines où il y a 2 étudiants qui ont fait, mais ils ont vraiment monté un système, là. Ça se fait pas automatiquement avec le système de base. C'est pas natif dans les lunettes. Ils ont fait de la programmation et donc ils étaient capables en temps réel de faire de la reconnaissance faciale des gens qui croisaient et de brancher ça sur l'information qu'ils avaient dans des bases de données, puis certains sur des réseaux sociaux pour arriver à démontrer le fait que c'était possible de le faire avec ça. Ben, je sais pas si la plainte parle de ça. J'en suis pas sûr parce que, comme tu dis, c'est une utilisation expérimentale. Mais ça a quand même surpris bien des gens quand l'information est sortie sur les réseaux sociaux. Et là, tout le monde s'est mis à dire cette journée-là, mais c'est ça, maintenant les gens vont espionner tout le monde avec ça, puis on va reconnaître, on n'aura plus de vie privée. Et en même temps, c'est à la fois le truc le plus horrible et le plus intéressant, je trouve, parce que si pour les gens qui sont comme moi, pas très physionomistes, et le nombre de gens qui viennent parfois, tu vois, me saluer, salut Jérôme, comment tu vas et tout, et là moi je suis là en train de carburer en disant mon Dieu, c'est qui, quand est-ce qu'on s'est vu ou quoi, etc. Et ça m'est sorti de la tête, où je sais plus le prénom de la personne. J'aimerais bien un truc qui me scanne et qui me dit directement qui c'est. Jérôme, nous partageons ce désir. Tu as le même problème. Et puis depuis que je suis, depuis que je socialise, j'ai une incapacité à me souvenir des noms des gens que je croise. Pareil. Je peux travailler pendant une saison. Je me souviens des ex-collègues de la radio. Je me souvenais, je reconnaissais le visage, mais le nom, je n'arrivais plus à le trouver. Pareil. Alors, ça serait pratique d'avoir si tu le répètes pas 10 fois par jour, tu oublies les prénoms. Ouais. Et moi, j'admire les gens qui, effectivement, à qui tu parles pas tous les jours. Notamment les politiciens. Les politiciens ils sont très, très forts là-dessus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bruno, de quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? Eh bien, de mon côté, écoute, on a parlé ensemble des problèmes de l'industrie du jeu vidéo. On a déjà mentionné que ça allait mal avec toutes les mises à pied. Au Québec, l'industrie va bien, sauf que tranquillement pas vite, ce qui faisait la clé du succès du Québec, c'était que le gouvernement du Québec était un des partenaires qui aidait l'industrie. Et là, le gouvernement se fait tirer l'oreille et ça va mal. Alors là, il y a de l'argent dans les caisses? Il y en a, mais je pense qu'on décide de la mettre ailleurs. Ouais. Ah ouais. Tiens, c'est un peu comme chez nous. Donc, c'est un peu le cri du cœur de l'industrie. On a le patron de la grande association qui vient parler. Avec Au-Plan, on parle d'une application. Ça pourrait peut-être intéresser des enseignants qui écoutent chez vous. Et c'est une application qui fonctionne et qui permet pour les enseignants, les professeurs là, de la petite école, de générer à la demande des textes avec le scénario de base ou sinon on demande au service de générer soi-même l'histoire, mais avec des mots-clés, avec les héros qu'on veut, les sujets qu'on veut. Et donc, on fait des requêtes avec les éléments clés et pouf, ça nous génère un texte de la longueur qu'on veut. Wow. Et par la suite, on peut les envoyer de façon électronique ou en papier là, aux élèves et ils peuvent travailler. On peut même générer un questionnaire pour comprendre si les enfants ont bien compris les textes de ça. Et donc, ça s'appelle Au-Plan. Là, à l'heure actuelle, ils sont en grande discussion avec le ministère de l'Éducation ici au Québec. Ils sont vraiment là juxtaposés au programme. Donc, tout ce qu'ils font est en lien avec le programme éducatif de primaire, secondaire et collégial. Mais là, ils sont en train de voir s'ils pourraient pas se faire reconnaître et presque devenir peut-être un outil officiel pour les enseignants. Mm-hmm. C'est intéressant. Merci beaucoup Bruno pour ce programme alléchant et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. Moi, je souhaite une bonne fin d'écoute à tes auditeurs puis je les invite à venir me rejoindre et j'invite les miens à aller t'écouter par la suite. Salut, à la semaine prochaine. Échange de bons procédés. Salut Bruno. Bye. L'innovation de la semaine.
Cette semaine, je voudrais vous parler d'une découverte intéressante. Elle émane de chercheurs américains qui ont développé un système de stockage de données révolutionnaire utilisant l'ADN. Alors, stocker de l'information numérique sur de l'ADN, on va pas dire que c'est monnaie courante, mais on sait que ça existe et que c'est possible. Et bien là, ça va plus loin, avec la possibilité de stocker des quantités astronomiques de données sur des supports minuscules. Et pour vous parler de cette innovation, eh bien, j'ai eu une idée. On évoquait la semaine dernière dans cette émission le système Notebook LM de Google qui permet de transformer toutes sortes de documentation écrite, orale, vidéo, etc. en une conversation sonore entre deux personnes. Et je vous ai écouté ce que ça donne la semaine dernière avec un extrait en anglais, car officiellement ça ne fonctionne qu'en anglais. Mais un auditeur m'a contacté et après avoir découvert ce Notebook LM en écoutant Monde Numérique, il a voulu aller plus loin et il a découvert qu'on pouvait bidouiller un peu le système pour le faire parler français. Alors, c'est pas parfait, mais c'est quand même assez bluffant. Du coup, j'ai fourni à Notebook LM un certain nombre de documentation, des liens, notamment les liens vers le site de Nature, à propos de cette histoire d'ADN. Et l'histoire, ce n'est donc pas moi qui vais vous le raconter, mais ce sont nos amis les robots. Écoutez ce que ça donne. Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On va parler d'un sujet assez fascinant aujourd'hui, le stockage de données, mais avec de l'ADN. Absolument. Figurez-vous voir. On pourrait ranger les infos de 1000 ordi portables. Dans un truc tout petit comme une gomme de crayon. Incroyable, non? Tout à fait, c'est la promesse de la recherche sur l'ADN. C'est fou. Mais comment ça marche concrètement? Comment on fait pour transformer l'ADN en disque dur? Des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord ont fait une découverte incroyable. Ils ont mis au point un système qui permet non seulement de stocker des données dans l'ADN, mais aussi de les traiter. Leur étude, publiée dans Nature Nanotechnology, explique comment. Ah oui, j'ai lu ça. Ils ont utilisé des polymères et des dendricolloïdes pour y parvenir. Dendricolloïdes. Pour faire simple, ce sont des structures microscopiques ramifiées, imaginez des minuscules arbres, qui créent une surface immense à l'échelle nanoscopique. D'accord. Et c'est sur cette surface qu'on peut déposer l'ADN qui contient les données. Donc, si je comprends bien, on utilise l'ADN comme une sorte de support physique, un peu comme un disque dur miniature. Exactement. Sauf qu'ici, on exploite la capacité de l'ADN à encoder l'information de manière incroyablement dense. On traduit les données en séquences d'ADN, un langage que seule la technologie peut décoder. Et pour lire ces données, il faut donc décoder l'ADN. Mais comment on fait le? Grâce à une technique appelée séquençage par nanopore. Ça me dit quelque chose. En gros, imaginez un tout petit trou, un nanopore, à travers lequel on fait passer le brin d'ADN. En mesurant les variations de courant électrique, on peut déduire la séquence de l'ADN et donc l'information qu'il contient. Et le plus incroyable, c'est que ce séquençage ne détruit pas l'ADN. On peut lire encore et encore. Ah oui, c'est ça. J'avais lu aussi qu'on pouvait réécrire des données sur l'ADN. Comme sur un disque dur classique. On peut effacer et réécrire sur la même surface. Absolument. Ce qui rend cette technologie si prometteuse. On peut imaginer des systèmes de stockage minuscules, réutilisables, avec une capacité de stockage phénoménale. C'est révolutionnaire, va. Mais attendez, on parle de stockage. Mais est-ce qu'on peut aussi traiter l'information directement sur l'ADN? Faire des calculs, par exemple? Oui, tout à fait. On parle alors d'ordinateur à ADN. Ah oui, d'accord. Des chercheurs ont réussi à utiliser des enzymes, ces protéines qui accélèrent les réactions chimiques dans nos cellules pour effectuer des calculs basiques sur l'ADN. Ils ont par exemple résolu des petits problèmes d'échecs et des sudoku en utilisant des brins d'ADN. Des sudoku résolus par de l'ADN. C'est incroyable, on dirait à cause des science-fiction. On s'en approche, c'est vrai. Mais en exploitant les propriétés de l'ADN et des enzymes, on pourrait créer des ordinateurs d'un genre nouveau, beaucoup plus petit et économe en énergie que nos ordinateurs actuels. C'est passionnant tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce que cette découverte change pour nous? Quelles sont les applications possibles? Les possibilités sont immenses. Imaginez des archives numériques capables de conserver des données pendant des milliers d'années sans risque de dégradation. Ah oui, j'imagine. On pourrait aussi créer des dispositifs de stockage ultra compacts intégrés à nos vêtements, nos objets du quotidien et qui collectent et traitent des informations en temps réel. Et bien sûr, on pourrait développer des ordinateurs plus puissants, plus petits et moins gourmands en énergie. Des ordinateurs à ADN dans nos vêtements. On dirait vraiment un film de science-fiction. Mais concrètement, à quand ces technologies dans notre vie de tous les jours? Difficile à dire avec certitude.
La recherche avance vite, mais il reste encore beaucoup de défis à relever avant que l'ADN ne remplace nos disques durs. Oui, c'est vrai. Cependant, les progrès sont encourageants et il y a fort à parier que l'ADN jouera un rôle majeur dans l'avenir du stockage et du traitement de l'information. Et on ne parle même pas de l'impact potentiel sur la médecine, la biologie, la génétique. Tout un champ d'exploration s'ouvre à nous. Absolument, Scott. L'ADN est une molécule extraordinaire et on commence à peine à entrevoir son potentiel. Qui sait quelle merveille technologique nous réserve l'avenir? Alors, si on récapitule, Gaudi, on a parlé de stockage de données ultra compactes, de la possibilité de réécrire des informations sur l'ADN et même d'ordinateurs qui fonctionnent avec des enzymes. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec une simple molécule. Et n'oublions pas la longévité. Stockées dans de bonnes conditions, les données sur ADN pourraient survivre des millénaires. Imaginez, transmettre nos archives aux générations futures pendant des milliers d'années. C'est fascinant, mais en même temps, ça donne le vertige. Si l'ADN devient le support de notre mémoire collective, quelles en seront les conséquences pour notre civilisation ? Voilà, je vous laisse sur cette question existentielle à propos de cette histoire d'ADN d'une part, et puis également, après avoir entendu cette expérience radiophonique propulsée par intelligence artificielle. Alors on sent que c'est pas parfait, mais rappelons-le, il n'est pas fait pour parler français, donc il n'est même pas ouvert publiquement à la langue française. En anglais, en revanche, c'est une petite merveille. Ce système Notebook LM est absolument incroyable. Monde numérique, le meilleur de la tech. On va passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. On va parler de mots de passe. Oui, ces mots de passe qui nous donnent des boutons. Eh bien, on ne cesse malgré tout de prévoir et de prédire leur disparition. Alors, on n'en est pas encore là, mais il se passe quand même des choses. Et vous allez tout comprendre au système CXP dans un instant. Mais avant cela, un autre gros sujet à propos duquel vous posez peut-être des questions, car ça revient souvent dans l'actualité, ce sont les semi-conducteurs. Ils sont vraiment au centre de tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'informatique, le numérique, l'IA, etc. Mais les semi-conducteurs sont au centre d'une bataille et d'enjeux économiques et géopolitiques. Alors on va débroussailler tout ça et découvrir les coulisses de la crise des semi-conducteurs avec Patrice Duboé que l'on retrouve une fois par mois en partenariat avec Capgemini Technovision. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Ravi de vous accueillir à nouveau dans Monde Numérique pour ce rendez-vous mensuel en partenariat avec Capgemini dans le cadre du rapport annuel Technovision de Capgemini. Et on va parler ce mois-ci des semi-conducteurs. On en parle régulièrement. Les semi-conducteurs sont à la base de toute l'innovation technologique aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a d'énormes tensions mondiales qui touchent à la fois à la technologie, à l'économie, à la géopolitique. Alors pourquoi toutes ces tensions aujourd'hui ? Qui sont les acteurs en présence ? Alors, qui dit tension dit souvent pénurie ou monopole. Et alors effectivement, lorsqu'on pense à semi-conducteurs, on va penser à Intel. En tout premier lieu. Si on est européen, on va dire, il y a aussi STMicroelectronics. Et puis surtout, si on suit la bourse, on va dire Nvidia. Si on prend en termes de capitalisation boursière, aujourd'hui, Nvidia est le premier acteur. Mais aujourd'hui, en fait, on a plusieurs acteurs. On a ce qu'on appelle les fondeurs. Donc, ce sont eux qui vont créer justement ces fameux circuits. Et autant il y a 20 ans, on avait à peu près une trentaine d'acteurs au niveau mondial qui pouvaient créer des semi-conducteurs. Aujourd'hui, on n'en a plus que 3. Alors, comment on est passé de 30 acteurs dans le début des années 2000 à uniquement 3 aujourd'hui ? En fait, la réponse, elle tient en deux réponses. C'est à la fois les coûts et la technologie. Pour pouvoir faire des processeurs de plus en plus puissants, qui vont plus vite, qui consomment moins, il a fallu réduire la taille des circuits. Et c'est pour ça qu'on parle en nanomètres lorsqu'on parle dans l'électronique. Oui, la fameuse finesse de gravure. Tout à fait. Il y a 20 ans, on était sur du 130 nanos. Et donc, on pouvait construire des puces pour pas très très cher. Et vous savez que la loi de Moore, depuis les années 70, explique que tous les 2 ans, on peut augmenter la capacité de calcul des processeurs par 2, tout en diminuant le coût par 2. D'où pourquoi de plus en plus de consommateurs, donc on va baisser les coûts. Sauf que cette loi,
elle s'est à peu près arrêtée il y a 5-10 ans parce qu'on arrive à des limites en termes de technologie et de coûts. Aujourd'hui, l'état de l'art dans les semi-conducteurs, on est au niveau du 2 nano. Et il faut savoir que lorsqu'on veut construire aujourd'hui une usine de semi-conducteurs à cette techno-là, c'est plusieurs milliards. C'est entre 15, 20, 30 milliards. Donc, on comprend bien qu'il faut beaucoup de moyens pour investir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus que 3 fondeurs, que sont TSMC, le T, c'est Taïwan. On a Intel aux US et on a Samsung en Corée du Sud. Donc, on comprend bien qu'avec uniquement 3 acteurs, aujourd'hui, c'est un sujet géopolitique. Dès qu'on entend parler de tensions à Taïwan, entre la Chine et Taïwan, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est si jamais il y a un blocus de Taïwan, la planète se trouve bloquée d'une très grande partie des microprocesseurs. Et on peut imaginer la même chose avec du protectionnisme qui pourrait arriver aux US ou dans d'autres États. Patrice, on dit un mot également un autre aspect de la technologie qui est la fabrication des machines qui permettent de fabriquer les puces, c'est ça, hein? Alors ça... Là, au moins, on a un avantage. Autant en Europe, vous avez vu qu'on a plus d'acteurs dans les fondeurs. TSMC, Intel et Samsung ne sont pas européens. Par contre, on a un leader mondial en Europe qui est néerlandais, qui s'appelle ASML. Et donc, ASML est le leader mondial pour fabriquer les machines qui vont être installées dans ces méga factories pour créer justement ces fils, ces nanotechnologies. Donc, on a au moins cette avance-là. Par contre, au niveau des acteurs de semi-conducteurs, alors on a toujours des acteurs, on a ST Micro Electronics, on a Infineon, on a NXP qui est ex-Motorola, mais on n'a plus en gros de leader pour fabriquer les puces sur la technique du 2 nano. Pour vous donner un exemple, en Europe, on a 10 ans de retard, vu qu'on est sur des techniques du 22 nano, donc on est très loin en fait du 2 nano. Donc ça, c'est un petit peu un problème en termes de souveraineté. Comment rester souverain quand on connaît tous les usages aujourd'hui des semi-conducteurs au niveau de toutes les industries? Et alors, pourquoi ces risques de pénurie? C'est parce qu'en fait, ces semi-conducteurs, et notamment ceux qui sont avec la plus fine, avec la gravure de la plus fine, il y en a partout. On en a besoin partout, en fait. Alors, effectivement. Lorsqu'on a créé l'électronique, au début, on utilisait surtout ça dans les ordinateurs. Donc, on pensait à IBM. Ensuite, on a eu la vague des téléphones. Nos téléphones utilisent beaucoup de CPU. Maintenant, le gaming, les ordinateurs, avec les fameuses GPU, les puces graphiques, qui sont très importantes, surtout maintenant sur l'IA et l'IA générative, d'où Nvidia, qui a explosé en termes de valo, parce que ils ont les puces GPU les plus puissantes au mondial. Donc, le fait qu'il y ait peu d'acteurs, ça mène beaucoup de risques. La première, on l'a vu pendant le Covid. Le fait qu'il y ait un problème dans la chaîne de logistique, la fameuse supply chain. Donc, si on n'arrive plus à recevoir les puces à temps, ça bloque toutes les chaînes de montage. Alors, on pourrait se dire, si on a moins de téléphones, c'est pas très grave, ça nous fera des vacances. Le problème, c'est sur les voitures. Aujourd'hui, une voiture ne fonctionne plus sans micropros. Pourquoi? On a mis tellement d'électronique, d'intelligence dans les voitures. Regardez l'intelligence des phares, les démarrages, les fermetures, tout électronique. Et donc, on a plein de chaînes de production dans le monde qui se sont arrêtées pendant le Covid parce qu'on n'arrivait plus à amener les puces. C'est pour ça que dans les acteurs, on voit que maintenant, les utilisateurs, les fabricants investissent dans ces nouvelles puces. Apple, aujourd'hui, crée ses propres puces. Tesla, dans les voitures, Tesla est une voiture électronique informatique, ne peut pas fonctionner sans composants. Donc, ces acteurs, Apple, Tesla, investissent massivement pour créer leurs propres architectures de puces. Donc, on voit bien que peu d'acteurs, une chaîne d'approvisionnement qui est très, très tendue, on arrive à des problèmes, en fait, d'acheminement et également de géopolitique, comme on l'a vu avec des risques de protectionnisme de certaines plaques au niveau mondial. On entend parler de temps en temps de volonté de relocalisation d'usines, enfin de localisation même, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas de nouvelles usines pour fabriquer ces fameuses puces? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on arrive sur la question de souveraineté qui est à l'ordre du jour. On parle beaucoup de gigafactories. Aujourd'hui, l'Europe, la France, les pays nordiques, l'Allemagne ont tous investi sur des gigafactories de batteries. Par contre, on ne le voit pas sur les chaînes de micropros. Et en fait, la réponse, elle est sur le coût. Comme on l'a vu tout à l'heure, investir sur une usine de 20-30 milliards,
c'est compliqué et aujourd'hui on n'a pas la technologie. C'est-à-dire que même si on voulait mettre 30 milliards sur la table, on n'a pas la techno état de l'art d'aujourd'hui en 2, 3 ou 4 nanos. Donc pour ça, il faudrait avoir des partenariats. Si l'Europe veut avancer, il faut qu'elle ait un partenariat avec l'un des grands leaders mondiaux des fondeurs. Ça peut être Intel, ça peut être TSMC, pourquoi pas la Chine qui arrive également de façon très très forte sur ce modèle. Donc on a un problème aujourd'hui d'accès à la technologie et d'accès aux fonds pour pouvoir construire ces usines. D'ailleurs, le premier projet qui était le plus avancé au niveau de l'Allemagne pour créer 2 nouvelles usines, aujourd'hui Intel s'est retiré et donc on n'est pas sûr que cette usine de semi-conducteurs se fera sur le sol européen. Donc là, on est sur un vrai challenge. On a réussi le challenge du GPS. Vous vous souvenez qu'il n'y avait que les Américains avec GPS. L'Europe a fait Galileo. On se pose la même question sur les satellites. Au niveau télécom, où on a un projet Iris Carré qui devrait concurrencer Starlink. Sur la partie semi-conducteurs, nous sommes en retard. Donc là, il y a des décisions à prendre. Il faudrait peut-être créer un géant européen. On sait qu'aujourd'hui, on a 3 leaders européens que sont STMicro, Infineon et NXP. Pourquoi ne pas créer un programme au niveau européen pour partir peut-être sur ces nouvelles technos de chiplets? On a les compétences en engineering, en design, mais on n'a pas les capacités aujourd'hui physiques au niveau des fondeurs. Merci beaucoup, Patrice Duboët, directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Et pour en savoir plus, on renvoie au rapport annuel Technovision de Capgemini. Merci Jérôme. Bonjour Noé Mantel. Bonjour Jérôme. Vous êtes spécialiste produit chez SpecOps, qui est une société de cybersécurité spécialisée dans les mots de passe. Alors les mots de passe, c'est une espèce de mal nécessaire qu'on se traîne depuis des dizaines d'années, depuis que l'informatique existe, et même sans doute avant. Ça devient un vrai problème quand même aujourd'hui pour la majorité des gens. Il faut les retenir, il faut faire de bons mots de passe suffisamment forts, etc. On annonce régulièrement la mort du mot de passe, la fin du mot de passe. On n'en est pas encore là, mais malgré tout, il se passe des choses, et notamment, il y a quelque chose qui se prépare, qui pourrait être une avancée dans ce domaine qui s'appelle le CXP. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, en fait, on commence à parler de CXP. Donc, le CXP, c'est un terme anglais qui signifie Credential Exchange Protocol. En fait, le CXP, c'est l'idée d'un standard en développement. D'accord ? Donc, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, c'est encore en développement. Mais l'idée du CXP, en fait, c'est de faciliter l'authentification sans mot de passe, à l'aide de passkeys. Donc, les passkeys, c'est quoi ? C'est des clés cryptographiques qui vont nous permettre de se connecter sans connaître de mot de passe. Donc, l'idée de la passkey, ça va être d'améliorer l'expérience utilisateur. C'est une clé qui est stockée sur la machine, donc ça peut être un téléphone ou un ordinateur. Mais il faut bien prouver à un moment ou à un autre qu'on est l'utilisateur légitime. Tout à fait, ouais. Donc comment on fait ? En amont, il y a effectivement une phase de configuration de la passkeys où l'utilisateur va devoir, on va dire, s'inscrire. Donc par exemple, je vous donne un exemple sur votre PC, on a la technologie qui s'appelle Windows Hello de Microsoft, qui est utilisée en entreprise. Donc les utilisateurs peuvent s'authentifier grâce à leur visage. Donc en fait, c'est la caméra du PC portable qui va détecter le visage. Donc la personne s'est d'abord inscrite une première fois, elle a fait la configuration, la mise en place en scannant son visage. Et après, à chaque connexion, elle a juste à montrer son visage pour se connecter, et donc sans mot de passe. Oui, ce qui fait aussi beaucoup dans le grand public sur smartphone. Exactement, sur un iPhone avec le Face ID, ou voilà, tout à fait. Voilà, ou avec l'empreinte digitale également. Également. Ou encore avec même les petites clés USB de sécurisation, etc. Tout à fait. En fait, tout ce qui évite de taper un mot de passe, quoi. C'est l'idée, ouais. Mais la passkey, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on voit pas, et c'est ce qui fait que ça marche et qu'on a le droit d'entrer, en fait. Exactement. C'est la technologie qui est utilisée derrière, en fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, c'est une clé privée qui est stockée sur l'appareil. Alors, ce CXP, ça changerait quoi ? L'idée du CXP, c'est d'aller plus loin dans, on va dire, le développement des passkeys pour faire en sorte qu'elles soient compatibles sur tous vos environnements. Donc, que ça soit du Windows, du Mac, Android, iOS, l'idée des passkeys, c'est qu'on va pouvoir les utiliser vraiment sur tous les environnements, qu'il y ait une interopérabilité et que le transfert soit facilité. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans votre maison,
avant, admettons que pour entrer dans chaque pièce, pour ouvrir chaque porte, il faut un mot de passe différent pour entrer dans chaque pièce. L'idée du CXP, voilà, là c'est compliqué. L'idée du CXP, si vous voulez, c'est qu'en fait, vous aurez besoin que d'une seule clé pour accéder à toutes les pièces, peu importe où vous êtes. Et cette clé serait unique, elle serait automatiquement que c'est vous, et on ne pourrait pas la voler, on ne pourrait pas la copier. La maison, par exemple, ce serait le smartphone ou l'ordinateur, et les pièces, ce seraient toutes les applications installées. Exactement, des applications, des sites web, Facebook, Twitter, etc., sur lesquels vous pourriez vous connecter avec votre passkey. Ah oui, ce serait formidable, ça. Ce serait la fin des login passwords, enfin des identifiants mots de passe qu'il faut taper tous les 4 matins, en fait. C'est l'idée, voilà, c'est ça. Ça serait une transition, en tout cas, vers une fin potentielle des mots de passe. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on souhaite. Merci, Noé Mantel de la société Specops. Retrouvez les versions complètes de ces interviews la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 2 novembre 2024. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, vous qui écoutez régulièrement cette émission. Et puis, merci également à vous si vous n'êtes que de passage et si vous découvrez ce podcast. N'hésitez pas à revenir, vous êtes le bienvenu, le ou la bienvenue. Abonnez-vous, évidemment, c'est mieux. Abonnez-vous à Monde Numérique sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. Enfin, il y a plein de plateformes en réalité de podcasting. Laissez un petit message, un commentaire, 5 petites étoiles sur Apple Podcast, c'est bon pour le référencement. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast Monde Numérique, les émissions actuelles et toutes les émissions à venir pour nous permettre de continuer à vous fournir toutes ces informations. Le lien est en description de cet épisode. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Ne ratez pas le grand débrief de Monde Numérique avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti. C'est une autre émission à écouter, mais sur le même fil de podcast. Vous scrollez un peu dans l'application, vous allez tomber dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets tech, bien entendu. Merci pour vos messages. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech. Salut.